eh bien je serais fier d'aller en prison, monsieur le juge, pour avoir dit la vérité. Madame la greffière, il a hurlé. Madame la greffière, veuillez noter que l'accusé ne répond pas aux questions qu'on lui pose. Monsieur l'agent, veuillez le sortir et veillez à ce qu'il revienne. Il ne faut pas se demander comment techniquement un tel meurtre de masse a été possible. Il a été possible. Techniquement. Puisqu'il a eu lieu. Hypocrisia, tel est le point de départ. Obligé de toute enquête. Historique sur ce sujet. Hypocrisia, cette vérité. Il nous appartenait. C'est un problème qui concerne tout le monde, on nous saoule avec ça, chaque génération y a droit, jeunes, vieux, hommes, femmes, riches, pauvres, tout le monde. Oui, bonjour amis francophones. On est le 17 avril 2017 en France. Moi, je suis en France. Et je fais cette première vidéo, c'est ma toute première vidéo, j'espère qu'il y en aura d'autres, pour raconter, pour informer ce qui se passe en France, hein, dans le grand silence, personne n'en parle. Voilà, j'en viens direct au but. Je voulais raconter comment le fait d'aimer l'histoire, ça m'a valu une descente de police, une garde à vue, j'ai passé une journée entière en garde à vue, une mise en examen, un procès. Mais c'est pas tout. 4 mois avec sursis, sans avocat, et je n'ai prononcé qu'une seule phrase de 9 mots. En France, tout accusé a droit à un avocat, et tout accusé a droit de se défendre en parlant. Eh ben moi, j'ai eu droit ni à l'un ni à l'autre. Et je suis pas le seul, je connais tout ce qui arrive aux révisionnistes, malheureusement, dans le silence médiatique, complice et assourdissant. Parce qu'on m'a jugé sans avocat et je n'ai même pas pu me défendre. Dès que j'ai commencé à parler, j'ai invité le juge à débattre. Il était échec et mat et il m'a expulsé de la salle et il m'a fait revenir 2 minutes après pour me donner le verdict. Donc c'était même pas un procès stalinien, c'était une grosse farce. Innocenter Hitler de son crime le plus odieux, c'est bouleverser tous les repères, ébranler toutes les certitudes, y compris celle d'être dans le camp des bons, ce qui est intolérable pour la plupart des gens, et je puis le comprendre. Là, je vais être jugé en appel le 6 juillet 2017 au tribunal de Grenoble. J'ai fait appel le surlendemain, ouais, très vite. Ouais. En fait, c'est un message que m'envoie le juge, la justice, la police, le système, le CRIF en fait. C'est le CRIF qui a derrière ça. Il m'envoie le message, si tu continues à expliquer aux gens l'arnaque, tu iras en prison. Et malgré cette condamnation-là, bon, il n'y a pas encore eu le résultat de l'appel si vous avez fait appel, vous comptez continuer à sensibiliser les gens comme vous le faites? Ouais, autant que possible, tant que le prix à payer ne sera pas trop élevé, ouais, je continuerai. J'estime que la cause en vaut la peine, c'est une bonne cause. Je dois vous dire que j'aime bien l'histoire, je voulais être prof d'histoire. J'étais ici sur la fac, d'ailleurs, dans les années 80. Donc je disais, j'aime l'histoire et ça me vaut d'être malmené par la police, par la justice. Pourquoi? Ben, tout simplement parce que j'ai compris l'arnaque, premièrement, et surtout parce que j'explique ça aux gens en promenant mon chien. Voilà. Avant, je le faisais sur Twitter, on m'a bloqué mes comptes plusieurs fois. Alors j'ai été attaqué par la DILCRA, tout d'abord sur Twitter. Parce que sur Twitter, les sionistes sont très actifs et ils sont très organisés, il faut le reconnaître. À l'époque, j'étais attaqué par la DILCRA, la délégation interministérielle de lutte contre le racisme et
l'antisémitisme, comme s'il faut toujours séparer les deux, hein, et on veut nous faire croire que l'antisémitisme est plus grave que le racisme, et ils le disent, hein. Gilles Clavreul le dit lui-même, le président de la LICRA, hein, il te dit le racisme anti-arabe et le racisme anti-noir, c'est condamnable, mais ils n'ont pas la spécificité du racisme anti-juif, de l'antisémitisme. Je dis que ce mec mérite une fessée, cul nu et un bonnet d'âne au piquet. Maintenant, eh ben, j'ai pris un chien, je promène mon chien et j'explique aux gens l'arnaque. Entre autres, je l'ai expliqué à 6 collégiens et ils ont tous été convoqués par la police. Tous été convoqués par la police. C'est incroyable, c'est incroyable. À l'époque, c'était Manuel Valls qui était aux commandes. C'était incroyable, comme si la police n'avait rien d'autre à faire que d'aller interroger des collégiens à qui on parle d'histoire. Hein, c'est hallucinant. À ces collégiens, il y a d'autres personnes, je leur ai appris que, et ça pour moi ça a été une information choc, mais choc. Je leur ai appris que j'ai appris tout ça en 2012, à l'âge de 50 ans, alors que je me suis toujours intéressé à l'histoire. Je voulais être prof d'histoire, j'étais étudiant en histoire, mais on m'a jamais dit qu'il y avait un... Jamais, 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 jamais. Jamais, jamais. J'ai découvert tout ça grâce à monsieur Manuel Valls et à son acharnement, et à l'acharnement qu'il a montré contre Dieudonné, qui m'intéressait pas plus que ça, Dieudonné, parce que je suis pas très bon client pour les humoristes. Mais quand même, j'ai vu son acharnement et voilà, j'ai rencontré des gens fantastiques, hein, Joe le Corbeau, allez, je peux pas tous les citer, allez, mais pour rester dans la veine, Joe le Corbeau, Robert Faurisson, Alain Soral, Mérédrant. Oh putain. Hypocrisia, il ne faut pas se demander. Il ne faut pas se demander Comment techniquement un tel meurtre de masse a été possible. Il a été possible. Techniquement, puisqu'il a eu lieu. Hypocrisia, tel est le point de départ. Obligé de toute enquête. Historique sur ce sujet. Hypocrisia, cette vérité. Il nous appartenait. De la rappeler simplement. Il n'y a pas, il ne peut pas, il ne doit pas, il n'y a pas, il ne peut pas, il ne doit pas, ne peut y avoir ce débat. Il n'y a pas, il ne peut pas, il ne doit pas, il n'y a pas, il ne peut pas, il ne doit pas, ne peut y avoir ce débat sur l'existence des... Sur l'existence des... Hypocrisia, il ne faut pas se demander comment techniquement un tel meurtre de masse a été possible. Il a été se demander comment un tel meurtre de masse a été possible. Techniquement, puisqu'il a eu lieu. Hypocrisia, tel est le point de départ. Obligé de toute enquête. Tel est le point de départ.
pardonner, vous appartenez de la rappeler simplement. de la rappeler simplement. Il ne peut y avoir un débat Il n'y a sur pas, il ne peut l'existence pas, il ne doit pas, il n'y a pas, il ne peut pas, il ne doit pas, il ne peut y avoir de débat. Il n'y a pas, il ne peut pas, il ne doit pas, il n'y a pas, il ne peut pas, il ne doit pas, ne peut y avoir de débat sur l'existence des sur l'existence des sur l'existence sur l'existence des Et donc j'ai compris l'arnaque. Et ça me vaut pas mal de problèmes. Beaucoup de problèmes. Tout ce qu'on nous raconte sur les... de A à Z, j'étais comme un dingue. Je suis tombé sur la petite info que j'ai creusée. J'y ai passé 4 mois et demi, 15 heures par jour minimum, tous les jours. Je ne suis pas sorti de chez moi une seule minute. J'étais comme un dingue. J'étais comme un dingue. Tout ce qu'on nous raconte est faux, archi faux. Puis donc voilà, maintenant je suis l'homme qui en savait trop, hein, comme Vincent Renoir, comme Robert Forisson, comme tous les curieux qui n'étaient pas satisfaits des salades qu'on raconte. Cette première vidéo pour terminer. Ah oui, je voudrais dire quand même, j'envoie un message à monsieur Serge Klarsfeld. Ça c'est possible, mais uniquement dans les dessins animés. Uniquement dans les dessins animés. Dans la réalité, c'est impossible. Voilà. On peut nous montrer comment les islamistes ont fait pour tuer, pour mener à bien leur tuerie au Bataclan. Hein. On voyait des petits bonhommes sortir de voitures, monter des escaliers, pousser une porte, voilà, arroser tout le monde, voilà, tout ça en images 3D, en images d'animation. Et ben ça, on peut tout reproduire comme ça, sauf deux choses. Je répète. Et là, je vais être jugé le 6 juillet en appel, alors que le procureur lui-même, maintenant, sait que c'est du bidon, c'est une grosse arnaque, c'est un gros mensonge, voilà, un gros bluff. Le procureur le sait, très certainement le juge qui va me juger aussi, tout comme ceux qui m'ont jugé précédemment, parce que sur YouTube, j'ai fait une playlist, j'ai réuni les meilleures vidéos sur le sujet. J'ai la chance de parler anglais, et Internet c'est bien en français, mais en anglais on a plus d'ouverture, il y a moins de censure, les informations sont plus facilement accessibles. Et donc j'ai fait des playlists sur YouTube. Il suffit de taper ma chaîne Chardolika, voilà, vous aurez allé 80% du boulot. 80% du boulot. Le reste, vous le trouverez sur le blog de Robert Forisson. Tonton Robert que je vais voir à Paris là, pour son jugement contre Ariane Chemin. À très bientôt. Merci d'être là, merci de partager l'info. Et à une prochaine vidéo, j'espère de meilleure qualité. Je suis nul en informatique, voilà, j'ai appris juste hier à mettre des vidéos en ligne. Merci à tous, au revoir. Sur Internet, toutes les vérités sont accessibles au peuple. Et ça peut gêner les décideurs et les gens de pouvoir. Eh bien moi, je fais partie du peuple et j'aime la vérité. Who controls the past controls the future. Who controls the present controls the past. Bonjour amis francophones, on est le 24 avril 2017 et c'est ma deuxième vidéo. Dans la première vidéo, j'ai parlé de 6 collégiens qui ont fini à la police parce que je leur avais raconté la version de la Deuxième Guerre mondiale. À ces jeunes, je leur avais donné un petit cours d'histoire, hein, ils avaient bien intégré. Et ce qu'il y a de bien avec l'histoire, c'est qu'il n'y a pas besoin d'être intelligent, il suffit d'être informé. C'est pas de l'abstraction pure comme les mathématiques, etc., etc. Donc les 6 jeunes ont parfaitement compris. L'Allemagne prenait des milliers de tonnes de bombes au phosphore, des bombes incendiaires, vraiment la volonté d'écraser, de détruire le peuple allemand était vraiment là, chez Churchill, chez Roosevelt, chez les Alliés. Will be subjected to an ordeal the like of which has never been experienced by a country in continuity, severity, or magnitude. To achieve this end, there are no lengths of violence to which we will not go. Churchill's violence was on full display during the night of July 24, 1943. To the residents of Hamburg, a city of over 1 million souls, the raid seemed initially like a standard bombing run. But soon, hundreds of enemy aircraft began raining down tons upon tons of high explosives on the very heart of Hamburg. Schools, churches, hospitals,
homes, ancient art and architecture, all were blown to bits. The onslaught increased in fury with each succeeding wave of bombers, building minute by minute into a fiery, devastating crescendo. And then the planes suddenly disappeared. The skies were clear again, and all above was silent. Et du coup, l'Allemagne était paralysée. Les villes allemandes sont sans défense. Il n'y a plus de flak, les chasseurs n'ont plus de carburant. Dans la nuit du 13 au 14 février, les bombardiers britanniques déversent 2978 tonnes de bombes sur Dresde, tuant 135 000 victimes civiles dans un terrible déluge de feu. Le lendemain, les forteresses volantes américaines achèvent la destruction d'une ville pourtant stratégiquement sans importance. Bon, il y a d'autres cas encore plus tragiques. Bon. When the stunned survivors re-emerged from their cellars later that night, they saw that their once beautiful city was now a smoldering ruin. The following day, as firefighters from throughout northern Germany battled the blaze, Allied bombers suddenly appeared over Hamburg again. As planned, the Americans surprised not only the emergency workers, but columns of fleeing refugees as well. Thousands perished. The next night, RAF bombers returned. In addition to the normal payload of high explosives, the British sent down tons of phosphorus bombs to accelerate the fires. The resulting conflagration ignited a firestorm. Hurricane-force winds created by the intense heat uprooted trees, ripped roofs from buildings, and sucked screaming victims into the raging inferno. Some who escaped the 150-mile-per-hour winds in the streets became mired in melting asphalt and quickly burst into flames. Those who had thrown themselves into the city's canals died of thermal radiation. Then, as they floated on the water's surface, they too ignited. In the center of the firestorm, temperatures reached 1,500 degrees Fahrenheit. When the great mass of flames joined, they rose into a column 3 miles high. The attacks against Hamburg continued unabated for another week. Soon, there was nothing left to destroy. Appropriately dubbed by the Allies as Operation Gomorrah, the raids had been a cold and calculated attempt to scorch Hamburg and its people from the face of the earth. The plan succeeded. With 13 square miles of total destruction, the 750,000 homeless, with an estimated 60 to 100,000 dead, mostly women and children, Hamburg, for all intents and purposes, had ceased to exist. It was now clear to all that the Allied air war against Germany had become a war of massacre and terror. The pattern was repeated time and again across Germany. Hamburg, Berlin, Nuremberg, Darmstadt, Cologne, Stuttgart, Würzburg, Munich. All German cities suffered the same. After first blasting a town to splinters, the Allied bombers quickly returned in the hope of catching survivors and rescuers in the open and igniting with firebombs all that remained. When the roaring bombers released their lethal cargo, a veritable rain of fire descended upon a targeted town. The thousands of small fires would join together to form one huge blaze, creating an intense vortex of wind and flames. I struggled to run against the wind in the middle of the street. We couldn't go on across because the asphalt had melted. There were people on the roadway, some already dead, some still lying alive but stuck in the asphalt. They were on their hands and knees screaming. Some miraculously survived the inferno, reaching safety in rivers, canals, and parks. Thousands more, however, did not. When the raids finally ended and the firestorms began to recede, rescue workers rushed to free those still trapped underground. When would-be rescuers finally broke through to buried bunkers, they often found scenes of unimaginable horror. In cellars suffering direct hits, walls were awash in blood, with bone, brains, and body parts splattered everywhere.
Rescuers who entered some bunkers found floors covered in up to a foot of greasy fat. The victims rendered down into a dark liquid. When word first filtered through to the outside world of the butchery being visited upon the women and children of Germany by the Royal Air Force, critics of these war crimes spoke out. The ruthless mass bombing of congested cities is as great a threat to the integrity of the human spirit as anything which has yet occurred on this planet. There is no military or political advantage which can justify this blasphemy. Although it was considered treasonous for members of the RAF to criticize the bombing campaign, the conscience of some was overwhelmed by the hell being unleashed upon Germany. People down there being fried to death in melted asphalt in the roads. They were being burnt up and we were shuffling incendiary bombs into this Holocaust. I felt terribly sorry for the people in that fire I was helping to stoke up. Je reviens à mes 6 collégiens. Je leur ai expliqué tout ça. L'un d'eux s'était proposé d'en parler à son professeur d'histoire. Et là, je l'ai prévenu. Je lui ai dit qu'il y aurait des problèmes. Parce que je lui ai dit, le professeur, les profs d'histoire n'ont pas le droit de parler de ça à leurs élèves. Les professeurs sont obligés de raconter des salades aux élèves. Pourquoi? Eh bien, tout simplement, et ça, les parents d'élèves et les Français en général ne le savent pas, c'est que le CRIF, le Conseil représentatif des institutions juives de France, qui est un pays laïque. Vous savez, moi, quand j'étais étudiant, il y avait des annonces à la radio, des radios juives, pour dire si vous avez un examen pendant le Shabbat ou une fête, adressez-vous au consistoire, il vous arrangera ça. Vous savez, quand les examens, il y a un bureau qui tranche sur les dates d'examen. Il y a un représentant du CRIF à la commission. Alors, quand on dit, par exemple, bon, le concours de tel, alors on demande au représentant du CRIF, la date vous convient, 3 avril. Le représentant du CRIF regarde le calendrier juif et il dit non, il y a un jour de fête. Alors on déplace. Et un jour, vous pouvez vérifier ça dans le journal Aujourd'hui, du 6-7 mai 2014 ou 2015. Je peux me tromper d'un an, mais je pense que c'était 2015. Vous savez, parce qu'il y a la décentralisation aujourd'hui. Donc chaque université organise ses dates d'examen. Il y a une université, je crois que c'était une fac de droit, qui avait organisé un examen le 6-7 mai. Or, le 6-7 mai, il y avait la fête de Shavuot. C'est une fête mineure, mais il y avait quelques juifs qui devaient passer les examens. Horreur et damnation. Donc, on est intervenu auprès de la présidence de l'université, qui a décalé l'examen de 15 jours. Vous imaginez ça? Il y avait un étudiant qui avait dit, mais moi j'ai acheté un billet d'avion, je dois voir, tant pis, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse, voilà. Voilà, c'est la parole juive, la parole du CRIF. Voilà. Le CRIF donc donne une formation aux professeurs d'histoire pour leur apprendre à enseigner ce qu'on appelle la Shoah, l'Holocauste, l'extermination des Juifs, etc. Et pourquoi le CRIF donne-t-il une formation aux professeurs d'histoire? Tout le personnel politique, économique, médiatique, judiciaire, intellectuel, universitaire, tout le gratin de la France vient recevoir des leçons, vient recevoir des instructions du CRIF. Et de les faire pleurer, pleurnicher, de leur raconter des salades, mais à dormir debout, en plus des trucs totalement débiles, absurdes, rigolos, tellement c'est stupide, ça en devient rigolo. Why did you do it? Why did you tell such a big lie to so many people for so long? It wasn't a lie. It was my imagination. And in my imagination, in my mind, I believed it. How can you say it wasn't a lie? It wasn't true, and you know it's not true. Yes, it's not true. But in my imagination, it was true. The Nazis used Jewish inmates, a special Sonderkommando, to remove the bodies from the gas chambers and taking the bodies into the crematoria. As far as I know, there is only 4 of us that worked in the Sonderkommando alive today. And we are the only eyewitness that saw the whole thing from A to Z, how the final solution was done. I had 2 friends of mine, very close friends of mine. They came in, you know, the names were the Venezias. And
I told them right away that they were going to die, you know, and they asked for food, and whatever I had, I gave them to eat, and I told them exactly where to keep themselves, where the openings were, so they can die fast. And after they were through, I took them out and I washed them and I put them in the oven to be burned. These are Dario's two cousins, Morris and Shlomo Venezia, who also claim they were Sonderkommandos. Dario's brother also claims to have been a Sonderkommando, but died before this BBC show was filmed. The official story claims that the Sonderkommando, as the most important witnesses to the so-called final solution, were periodically killed to ensure that they wouldn't survive to testify. Je reviens à mes 6 collégiens. Donc, il y en a un qui s'était proposé d'en parler, et je l'avais même prévenu de tout ce qui se passerait. J'avais même prédit ce que le prof lui dirait mot à mot, mot à mot. Et là, il y a une scène que je tenais à partager avec vous, parce qu'elle est vraiment, mais fantastique, fantastique. Et j'aurais bien aimé que Alain Finkielkraut l'apprenne. Alors si quelqu'un parmi vous a la possibilité de contacter Alain Finkielkraut, ça serait cool qu'il lui envoie cette vidéo. Moi je suis une merde en informatique, je ne saurais pas faire. Enfin, quoi qu'il en soit. Donc le jeune a été en classe d'histoire, et là je vous donne le dialogue. C'est succulent, vous allez voir. Alors le jeune il dit, « Hey monsieur, tout ce qu'on nous raconte sur les... » Et là le prof dit au jeune, « Pourquoi tu dis ça Kevin ?» Et le jeune Kevin répond, eh ben, parce qu'il y avait une... Et là, le prof lui dit, le mensonge qu'on lui a appris, il lui dit, non, Kevin, ça n'était pas une piscine, c'était un réservoir d'eau pour les pompiers en cas d'incendie. Mais manque de bol pour le prof, le jeune a vu la piscine, il a vu la vidéo de la piscine chez moi. Et il répond, c'est pas vrai, monsieur, c'était une vraie piscine, parce qu'il y avait des plongeoires, et les pompiers, ils n'ont pas besoin de plongeoires. Là, le prof, il était désarçonné. Putain, tu fais chier la merde, hein. Et il revient à la charge, et il lui dit, écoute Kevin. Et là le jeune Kevin répond, c'est pas vrai monsieur, parce qu'en plus de la piscine, ils avaient un... Parce que du point de vue historique, il n'y a rien. Il n'y a absolument rien. Serge Klarsfeld. La stratégie des Forissoniens, c'est de brandir la moindre imprécision pour réduire à néant les témoignages. C'est pourquoi nous nous apprêtons à éditer un ouvrage monumental de Jean-Claude Pressac sur Auschwitz-Birkenau, ce camp qui a été le plus grand abattoir jamais inventé et où ont été gazés quelque 1,3 million de juifs. Le livre représente 7 ans de recherche et constituera enfin la preuve des preuves. VSD. Parce qu'il n'y avait pas encore de vraies preuves? Serge Klarsfeld. Il y avait des débuts de preuves qui embarrassaient les Forissoniens, mais ne les avaient pas encore réduits au silence. Notamment 2 lettres analysées par George Wellers et datant de 1943, qui parlaient l'une d'une cave à gazage, l'autre de 3 portes étanches au gaz à poser dans les crématoires. Seulement, face à des gens aussi pointilleux que les révisionnistes, il faut des documents imparables. VSD du 29 mai 1986, page 37. 40 ans après Nuremberg et 4 ans avant le Guesso, comment est-ce qu'on peut dire des choses pareilles? Et je répète, ce qu'on appelle, c'est en fait le pouvoir, le barouf médiatique hollywoodien couplé à la montée en puissance du lobby sioniste en France. C'est rien d'autre. Maintenant, je voulais vous faire part de mon cas plus personnel. Alors, je m'appelle... Je suis né à Tunis en 1962, je suis totalement athée, je suis venu en France en 1969 et quand j'étais petit à l'école, tout de suite, je sais pas pourquoi, j'ai adoré l'histoire, j'adorais quand la maîtresse nous parlait des rois de France, de Jeanne d'Arc, Saint-Louis qui rendait la justice sous le chêne, il n'a pas inventé l'école et il n'avait pas de barbe, mais ça c'est des petits mensonges qui mangent pas de pain, c'est pas comme... Et donc je suis athée, je vis en France depuis 1969 et je suis toujours de nationalité tunisienne.
Je suis tunisien de papier. J'ai donc une carte de résident privilégié, valable 10 ans. Et depuis que je suis en France, je la renouvelle tous les 10 ans. Mais là, depuis que j'ai compris l'arnaque et surtout depuis que je l'explique aux gens, je suis fiché S. Je suis fiché terroriste. Je suis fiché terroriste. Et ce qui est grave pour moi, ce qui risque de me compliquer vraiment la vie, c'est que en juin 2016, ma carte de résident était périmée. Et j'ai fait une demande de renouvellement, ce qui habituellement prend 2-3 semaines. Mais là, ça va bientôt faire 1 an. 1 an que j'ai fait ma demande de renouvellement et je n'ai toujours rien. On me donne des récépissés valables 4 mois. En fait, ce qu'ils veulent faire, ce que le système veut, ce que le CRIF, parce que c'est le grand patron en France, c'est le CRIF surtout pour ces questions-là, ce qu'ils veulent, c'est attendre qu'il y ait une loi qui permettrait d'expulser les fichiers S. Voilà, les fichiers S, étrangers résidant en France. Moi, je suis terroriste, je suis fiché S, tout simplement parce que je suis amateur d'histoire et j'ai appris ce qu'on ne doit pas apprendre et je révèle aux gens ce que les gens ne doivent pas savoir. C'est la seule raison pour laquelle je suis fiché S et là, je risque d'être expulsé. Dès qu'il y aura une loi, on m'expulsera. Ça fait 35 ans que j'ai pas mis les pieds en Tunisie. La dernière fois que j'y étais, c'était en 1982. J'ai assisté à ces événements tragiques, terribles, qui m'ont choqué, impressionné. C'était les fameuses les émeutes du pain. Et j'ai vu comment le gouvernement, comment traitait la population. Là-bas, il y avait des morts et tout. Alors, depuis ce jour-là, je me suis juré de ne plus jamais retourner en Tunisie. Et puis voilà, et donc c'était le cas. J'étais au Maroc, j'étais en Inde, j'étais dans plusieurs pays, mais je ne vais pas en Tunisie. Voilà, et là je risque d'être expulsé parce que fiché terroriste, j'ai compris l'arnaque des et du. Je vous remercie pour cette deuxième vidéo. Merci d'être là, merci de partager, et à la prochaine. Au revoir. Because let me tell you, very few Polish officers who got into the clutches of Stalin's NKVD are around to flash their numbers. They're in mass graves, somewhere in the forest of Russia. Sur Internet, toutes les vérités sont accessibles au peuple. Et ça peut gêner les décideurs et les gens de pouvoir. Moi, je fais partie du peuple et j'aime la vérité. Michel Onfray m'a appris cette très belle déclaration, très réglo, de Euclide, un ancien philosophe grec, qui nous a dit « Ce qui est avancé sans preuve peut être nié sans preuve ». Voilà, c'est dur de ne pas adhérer à ça. Ce qui est avancé sans preuve peut être nié sans preuve. Et en 2014, Michel Onfray a déclaré sur France Culture « On peut croire aux chambres à gaz malgré l'absence de preuves ». Et entre parenthèses, le professeur Fourisson a été traduit en justice par Serge Klarsfeld en 1979, je crois, pour avoir déclaré que... je ferme la parenthèse. C'était bien avant Internet. Donc, Euclide nous dit « Ce qui est avancé sans preuve peut être nié sans preuve ». En 2014, Michel Onfray nous dit « On peut croire aux chambres à gaz malgré l'absence de preuves ». Et dans le même temps, Michel Onfray soutient la loi Guessot qui punit d'1 an de prison ceux qui refusent de croire aux chambres à gaz. Il n'y a pas de logique. Elle est où la logique, monsieur? Où est Euclide là-dedans, monsieur Onfray? Comment pouvez-vous préférer la loi Guessot à Euclide? Voyons, monsieur Michel Onfray. Michel Onfray, c'est un mec, il sait où est le pouvoir et il sait se coucher devant quand il le faut. Ça serait bien, ce qui serait bien, c'est que maintenant, vu qu'il avance dans l'âge, il a les cheveux blancs, il a un AVC, il doit avoir assez d'argent pour être confortable et pour pouvoir se payer des avocats. Ça serait bien qu'un jour il se réveille quand même, Michel Onfray, parce que c'est vraiment, c'est dommage, quoi. C'est dommage. Michel Onfray, il se dit athée et en même temps, il se dit sioniste. Comment peut-on
se dire athée et adhérer à un projet religieux ou qui trouve ses origines dans des écrits religieux. Bon, qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, Michel Onfray a réagi, à la condamnation de Soral en préconisant des soins psychiatriques, mais on lui a pas demandé de réagir à la condamnation de son avocat. Oh putain, punir un avocat, c'est génial. Et là, je note quoi? Je note que les avocats, en général, ils sont assez solidaires. Vous voyez, c'est des gens de robe, voilà, ils défendent des principes et tout. Mais là, son avocat, Damien Viguier, n'a été soutenu par personne. C'est incroyable, c'est incroyable. Ça me fait penser à ce journaliste de la BBC. C'était le plus ancien journaliste de la BBC. Hein, il y a quelques années, il s'est fait virer, le mec, parce que dans un reportage, il avait parlé des accords de transfert. Si vous voulez des infos, tapez les accords de transfert sur Google, sur YouTube, vous verrez. Oui, Michel Onfray aurait dû profiter de l'occasion pour dénoncer la loi Guesso, qui est une loi stalinienne. Et moi, monsieur Onfray, j'ai enfreint la loi Guesso et ça fait bizarre. C'est même plus... quand on a affaire à la loi Guesso, on n'a plus affaire au droit, on a affaire à l'arbitraire, à de la politique. Si on résume la politique, des rapports de force, voilà, quoi, on se fait écraser, on se fait laminer. D'autant plus quand ça se passe dans un petit tribunal de province où les magistrats sont complètement désarmés. J'ai assisté à 2 procès à Paris, à la 17e chambre. J'étais allé soutenir Robert Faurisson. Là, au moins, les magistrats y mettent la forme, vous voyez. Mais à Grenoble, ils avaient du mal à exister. C'était incroyable. Donc, j'ai eu affaire à la loi Guesso, j'ai été condamné, je suis fiché S. Et alors que ça fait 50 ans que je vis en France, le préfet a déclaré que j'étais une menace et un danger pour la communauté et qu'il fallait m'expulser parce que ça fait 50 ans que je vis en France, mais je suis toujours tunisien. Je suis passé devant une commission d'expulsion qui a donné un avis. Son avis, c'était qu'il fallait m'expulser parce que j'étais un terroriste, que je menais des activités contre l'État, alors que dans la réalité, dans les rues de Grenoble, les gens me remerciaient de leur avoir transmis la version révisionniste, hein, parce que le travail que j'avais fait, c'était simple, j'avais fait une playlist de toutes les vidéos. J'en avais trouvé une centaine en français et 200 en anglais. Et puis voilà, je passais la playlist dans les rues de Grenoble. Et il y a plein de gens qui me remerciaient, il y a plein de gens qui me félicitaient, il y a plein de gens qui m'encourageaient à continuer. Ça, c'est dans la réalité. Mais pour les autorités, pour le préfet et le CRIF qui a derrière lui, je suis un terroriste. Les 50 ans, ma famille en France, ma compagne, toute ma vie en France, ça vaut rien. Et un jour, là, je vais être assigné à résidence. À partir de lundi, je suis assigné à résidence. Et un jour, la police viendra me chercher et on va me déporter. Hein. On va me mettre dans un train à la Joel Corbeau, pour ceux qui connaissent. Le train de Joel Corbeau, c'était génial. Allez, merci à tous. Et puis, dès que je suis en Tunisie, la question, c'est de reprendre le combat. Voilà, je vais mourir révisionniste militant. En France, j'étais prêt à aller en prison. C'est ce que j'ai dit au tribunal en appel, à mon procès en appel. Le pauvre juge qui était malheureux comme tout en appel, oh là là, le pauvre juge me mettait en garde, me disait qu'en cas de récidive, j'irais certainement en prison pour au moins 8 mois. À quoi j'ai répondu, je serais fier d'aller en prison, monsieur le juge, pour avoir dit la vérité. Voilà, ils ont vu que la prison ne m'arrêtait pas et ils ont décidé de soigner le problème de manière radicale, c'est-à-dire ils vont m'expulser en Tunisie. Mais le problème, la question, c'est pas mon sort, hein, je vais pas pleurnicher. Mon modèle, ça reste Robert Faurisson. Je vais mourir révisionniste militant, je vais mourir faurissonien. J'ai eu la chance dans ma vie à Grenoble, en France, j'ai eu la chance dans les 50 ans que j'ai passé en France, j'ai eu la chance d'avoir serré la main, d'avoir connu Robert Faurisson et aussi Alain Soral, que j'ai vu dernièrement à Grenoble il y a quelques mois. Allez, je vous remercie, puis dès que je suis en Tunisie, je donne de mes nouvelles. Là, je suis désolé, j'ai pas pu dire tout ce que je voulais dire comme j'aurais voulu le dire, parce que j'ai le CRIF de Grenoble au cul, et il me lâche rien. Putain, moi je m'étais dit, j'ai pas grand chose à perdre, je peux aller en prison, au pire je donnerai des cours d'histoire en cours de promenade, au Tollard et tout. Mais bon, ils m'ont pris toute ma vie, mais c'est pas grave. Le problème, la question, c'est comment rebondir et comment reprendre le combat. Ciao mes amis, au revoir.
l'hypocrisia. Il ne peut pas, il ne doit pas, il n'y a pas, il ne peut pas, il ne doit pas, il peut y avoir ce débat. Il n'y a pas, il ne peut pas, il ne doit pas, il n'y a pas, il ne peut pas, il ne doit pas, il peut y avoir ce débat. C'est l'existence des